Bienvenue à vous, content de vous retrouver, 44e funeste fret, panaché. Il le sera, notre numéro panaché, pas mal de renvois au contenu de numéros précédents. Et dans l'hypothèse où ces numéros, vous les auriez manqués en fin de vidéo, bien sûr, je vous les mets en lien, hein. Oui, après avoir parlé dans le numéro précédent de cette vieille collection d'essais sur la littérature du siècle dernier, des renvois divers de nos numéros précédents. Et si vous étiez là il y a quelques semaines, je ne sais pas si vous vous souvenez ce souhait que j'avais formulé. J'aimerais bien que récurrence le soit dans le cadre de nos FF. On pourrait appeler ça la séquence du philosophe que je ne suis pas et ne serai jamais et n'ambitionnerai jamais d'être, mais j'avais proposé d'appeler ça, et on pourrait appeler ça également aujourd'hui. Vous allez comprendre pourquoi je le dis dans quelques instants avec les lignes qui vont suivre, écrites en 1945, on pourrait appeler ça aussi aujourd'hui, on pourrait appeler ça aussi bien la lorgnette du philosophe que la lorgnette de l'historien. Vous allez comprendre, mais le monsieur qui a écrit ces lignes en 1945, le clerc de son temps, dans l'enseignement, il l'aura consacré à la philosophie. Alors mes lunettes, et on y va avec ce fragment d'ouverture, texte d'ouverture, pas bien long. Pardonnez-moi, la Russie à peine sortie de la féodalité, n'avait pas eu le temps, la Russie, à peine sortie de la féodalité, n'avait pas eu le temps de consolider sa conscience impériale quant à sa race dominante, à peine sortie de l'esclavage. Elle n'avait pas eu le temps de se constituer en nation. Aussi, la conscience nationale n'a-t-elle pas pu se substituer du jour au lendemain aux liens dynastiques? Et ce n'est qu'aujourd'hui que la conscience nationale et la conscience impériale de la Russie se trouvent pleinement réalisées dans l'URSS. Texte de 1945 prononcé à New York devant un auditoire américain par Alexandre Koyré. Alexandre Cogueret, je ne m'attarde pas spécialement aujourd'hui. J'aimerais bien lui consacrer, si pas un numéro, une séquence nettement plus étoffée à son parcours, à son œuvre. Alexandre Cogueret a même origine, hein, mais il était né pour sa part, je pense, à Taganrog. Même origine, mais à ne pas confondre avec son compatriote Alexandre Kojève. Il me semble, si je dis une connerie, je me corrigerai bien entendu en description ou en partie commentaire, mais il me semble qu'Alexandre Coiré aura prodigué à un moment son enseignement à l'autre, oui, à Kojève, dont nous avons pas mal parlé dans des numéros précédents. Aussi, il aura dû lui prodiguer à un moment son enseignement cohérait à Kojève, et il devait aussi y avoir un autre point commun. Je pense qu'il a fait partie, il a dû faire partie, Coiré, de ces jeunes qui, en émigration en Occident, ont suivi leurs parents à un moment, mais qui se sont fait très rapidement soupçonner de larges sympathies à l'adresse de la révolution dans leur pays. En 1941, il rallie les rangs de la France libre sur le sol de l'Hexagone, et vous l'avez compris, ultérieurement, il prodiguera son enseignement, il le prodiguera outre-Atlantique. Et sur ce texte, le fragment d'ouverture, 2 commentaires, 2 annotations perso. Vraiment, si ça vous a fait tiquer, hein, il faut entendre ça au sens d'ethnie majoritaire. Quand il parlait de la race dominante sur le territoire de la Russie, de ce qui équivalait au territoire de l'ancien empire des tsars. Et on peut se dire, même les intellectuels, jusqu'aux intellectuels, les penseurs les plus réactionnaires de là-bas s'en sont fait assez rapidement une raison. En tant que fait, comprenez le caractère tout de même assez transnational, multinational, multiculturel qu'on rencontrait déjà en ce temps sur le sol, déjà du temps, sur ce sol, déjà du temps de l'ancien empire des tsars. Si jamais ça vous a fait tiquer, entendez ça sur le
oui, au sens le plus quantitatif, d'ethnie majoritaire sur le territoire de l'ancien empire russe et de ce qui allait, devenir l'Union des républiques socialistes soviétiques. Il y a ça et puis, si ça vous a chagriné la mention de l'impérialisme, il c'est pas interdit. Ne serait-ce qu'un peu, un tout petit peu, pourquoi pas, c'est une idée, d'essayer un peu, oui, de mettre en balance, cet impérialisme, jusqu'où il sera allé, jusqu'où il aura consenti à aller, ju oui, où il ne sera pas allé. Comprenez, c'est pas interdit, de mettre en balance avec les réalisations d'autres impérialismes que je ne citerai même pas, dans le monde. C'est pas interdit et tant qu'à faire, pas interdit davantage de se remémorer le rôle conséquent tout de même après la Seconde Guerre mondiale, de soutien apporté au mouvement d'émancipation nationale dans le monde sur le sol précisément de contrées qui avaient appartenu aux empires coloniaux des autres, puissances impérialistes, un aspect, ce soutien auquel, rendait, hommage lui-même encore il y a peu, lui-même le président actuel de la Fédération de Russie. Pas interdit, donc 2 petites annotations personnelles. Alexandre, Coiré, je ne m'étends pas trop sur son parcours. Lorsqu'il prononce ce discours en 1945, devant, un public US, il fait mine, de s'exprimer en tant qu'extérieur au marxisme, mais, très rapidement, il fait remarquer qu'on parle beaucoup de la guerre qui est alors sur le point de s'achever en 1945 et comme ayant été une guerre, oui, une guerre, sociale internationale, si ce n'est qu'il estime que c'était déjà en cours avant et qu'il ne faut pas, s'imaginer se représenter les choses. Non, s'il y a guerre sociale internationale dans ce conflit, c'était déjà en cours avant. Ça ne s'est pas enclenché au même moment, ça ne s'est pas enclenché, comprenez, au moment où la Seconde Guerre mondiale s'est enclenchée, en 1939 bien sûr. Donc il fait remarquer ça, déjà, au sujet du caractère de guerre sociale internationale et ce qui l'intéresse, il dit qu'il s'exprime en tant qu'extérieur au marxisme et mais ceci dit, davantage que des facteurs, des paramètres économiques, il dit que, ce qui l'intéresse, lui, ce qui motive, aiguille sa curiosité, c'est d'essayer de savoir ce qui peut motiver dans le cadre de cette guerre-là, ce qui est sur le point, de s'achever, des guerres modernes en général, ce qui peut motiver, ces populations, dans les forces en présence, les différents camps qui s'affrontent, tous ces hommes, ces femmes aussi, bien entendu, ce qui peut les motiver, les faire consentir à se battre pour leur gouvernement et à soutenir, le cas échéant, jusqu'aux visées impériales, de leur gouvernement et Alexandre Coiré, lui, il estimait que, le XXe siècle, contrairement à ce qu'on entend encore beaucoup, aussi bien la Première Guerre mondiale, que la Seconde, on ne peut pas parler de tout ça comme ayant été des guerres au sens, profane, métaphorique, des guerres de croyants, des guerres, de croisés, la plus élémentaire honnêteté intellectuelle tout de même oblige à reconnaître que même si ces gens, par le biais, par exemple des organisations de jeunesse hitlériennes, avaient reçu, dès le plus jeune âge, un endoctrinement, la plus élémentaire honnêteté intellectuelle, force à reconnaître que toutes les personnes, qui ont été motivées à se battre aux côtés de l'Axe, matin, midi et soir,
n'avait pas en tête de voir s'accomplir, ce qu'il en a été des pires aspects, au sein de l'Axe, des pires aspects notamment, du Troisième Reich. Et si on va dans, les rangs alliés, chez les anglo-saxons, je pense pas qu'en dehors de combats il y en eut! Il y en eut, comme il y eut des nazis motivés, en tant que nazis, des nazis croyants, fanatiques, voyez-les comme je pense que vous avez saisi, hein, ce terme, de croyants, de croisés au sens profane, politique aussi. Alors, il dut y en avoir aussi dans les rangs alliés anglo-saxons, mais je pense pas qu'en dehors des combats, c'était, majoritairement chez eux leur sujet de conversation en dehors des combats entre eux, hein, oui, et de remettre, sur le tas le bien-fondé de leur combat pour ce qui était de propager les vertus des institutions de leur pays et de répandre, ces institutions à travers le monde, les vertus de leur démocratie libérale. Je ne suis pas sûr non plus, hein, malgré, tous les travaux, les opérations de propagande dans ce sens-là qui ont existé, qui ont été menées, pour sûr. Et si on va maintenant, pour terminer, en URSS, je ne sais plus combien ils étaient exactement, mettons sur les 15 millions de mobilisés à un moment donné. Et là, il faut tout de même se rappeler que, au moment de l'opération Barbarossa, ça faisait à peine un peu plus d'une vingtaine d'années que les bolcheviks avaient pris le pouvoir dans ce pays. Et quand on s'est déjà intéressé un petit peu à ce qu'il en est d'une formation marxiste sérieuse, à quel point ça rigole pas, hein, tout de même ce que ça implique dans un pays qui était resté, très tard, pour ainsi dire, jusqu'à la Révolution, un pays à la population très analphabète. Ce n'est certes pas, dans un espace de temps aussi court, qu'ils avaient pu former à ce type de oui, prodiguer ce type de formation marxiste sérieuse à l'ensemble, de leur population. Alors oui, encore une fois, au sens profane, au sens imagé, des croisés communistes, il y en eut, hein, il y en eut et pas mal, là aussi, des comme ça, il y en a eu. Mais pour sûr, mmh, de ce qui a motivé les populations de l'ancienne Union soviétique à se battre dans les rangs de l'Armée rouge et à aller jusqu'au bout, jusqu'à la victoire, il n'est pas sûr. Ce n'est pas aussi oui, on ne s'aventurera pas à penser que tous ont combattu, avec à l'esprit qu'ils étaient en train d'imposer le cou voilà, pour faire court, hein, et comme on le disait, comme on l'a entendu pas mal, je pense pas qu'ils étaient, loin s'en faut, tous convaincus qu'en combattant le Troisième Reich et en le mettant à terre, ils étaient, simultanément en train d'imposer le communisme à la planète entière. Je pense que vous avez saisi. On parlait au sens métaphorique, imagé et cohérent, en profite aussi pour m'aborder quelques instants. On est en 1945, il reste au sein, des rangs chrétiens, mais là aussi, pareil, ce ne fut pas majoritaire. Il y en eut à se battre, au sein de l'Axe en disant qu'il défendait dans les rangs de l'Axe les valeurs du monde chrétien, comme il y eut des chrétiens chez nous dans les rangs de la Résistance, bien sûr, mais là non plus, ce caractère religieux ici, sur ce dernier point qu'on entend au sens premier, au sens littéral, ne fut pas en tant que combustible pour ce qui était de l'emporter au bout du compte, hein, dans la motivation, dans la victoire. Le cas échéant, ce ne fut pas le combustible premier. Je pense que, vous avez saisi et il en vient à se demander si, en tout cas, lui en était convaincu, le combustible, ce qui motivait ces hommes et ces femmes, ce qui les faisait consentir à se battre, c'était avant toute chose la notion d'appartenance à une nation moderne, au sens moderne, mais,
Avec ceci dit, ancré dans l'héritage d'un passé bien sûr, mais le sentiment, d'appartenance à une nation moderne qui faisait, se battre jusqu'au bout et servir le cas échéant les objectifs, les desseins d'empire, mmh, les desseins d'empire des dirigeants de leur pays, c'était ce sentiment d'appartenance à une communauté nationale et c'est là que ça va devenir très intéressant sous la plume de monsieur Coiré, c'est qu'il va établir une distinction entre nationalisme et patriotisme. Distinction qui est très intéressante et il faut la mettre en vis-à-vis avec sa façon d'envisager le canal par lequel il étudie, sa distinction à lui, comment il fait sa distinction à lui entre la révolution, le combat pour la justice sociale au sens le plus large et la contre-révolution, qui est très volontiers à laquelle aspirent très volontiers, que vont très volontiers réclamer, l'oligarchie, les oligarchies. Mais lui il estimait, jeune il s'exprimait en 1945, il disait ça en 45. Est-ce que c'est toujours comme ça aujourd'hui? Il en va toujours comme ça aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous en pensez. En 1945, il estimait, pour faire une contre-révolution, hein, contre, les intérêts des couches travailleuses, même déjà considérablement d'une part des couches moyennes, estimait-il. Les oligarchies, en elles-mêmes, ça ne suffisait pas. Ce n'était pas assez pour constituer une contre-révolution, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, à partir de ce stade, ça devenait rudement intéressant et avec pas mal de, perspectives, d'actualisation. Et je vais vous lire cet autre fragment dans ses écrits qu'il avait prononcés comme discours en 1945. Il faut aller la page que je considérais pour ainsi dire comme la plus importante perso de ce bouquin, dont je mets de quel bouquin c'est tiré, c'est pas vraiment important dans le cadre de ce numéro. J'y reviendrai, hein, comme je vous l'ai déjà promis, autour de l'auteur. Mais oui, à la page 29, il y avait en annotation, il y avait encore ceci. Il nous dit, hein, consécutivement à cette distinction. Oui, ceux qui, combattent en tant que nationalistes et nationaux patriotes. Et il disait: «Le nationalisme, partout dans le monde», nous sommes en 1945, il dit: «Le nationalisme, maintenant, partout dans le monde, est devenu synonyme de trahison», hein. Ça renvoie, je ne sais pas si je l'ai dit, tout à l'heure, quand oui, avec cette distinction nationaliste et patriote, il disait, vouloir s'intéresser de plus près aux différents camouflages, de cette notion de nation, à ces différents travestissements. En premier, il citait, mais il parle d'autres régimes dans d'autres pays, en 1er, il citait pour ça, en guise de camouflage, Vichy, qui n'arrêtait pas de se dire, qui se disait à tout bout de champ révolutionnaire, hein, social. Alors je reprends, ce sera peut-être un peu plus clair, je l'espère. J'espère surtout n'être pas confus dans, ce que j'aimerais tout de même voir comme une synthèse, perso, j'essaie. Alors, le nationalisme, disait Coiré, partout dans le monde est devenu synonyme de trahison. Il écrit ça, en pensant à tous ceux qui sont allés se présenter, comme c'est arrivé, chez nous en Belgique, alors que les Allemands, l'occupant nazi n'avait encore rien demandé, rien réclamé, qui sont allés se proposer comme combattants, comme volontaires dans leur rang, hein, on en a eu au nord comme au sud du pays. Mais oui, par rapport à ça, par rapport à un Léon, hein, un Léon chez nous, et à tous ces mouvements se voulant autonomistes et indépendantistes, qui se sont jetés, dans les bras de l'envahisseur nazi.
Ça ne leur a pas apporté chance, hein, ce furent autant pour ces forces-là d'épopées funestes. Pour de vrai, et c'est pour ça qu'il écrit: «Le nationalisme partout dans le monde est devenu synonyme, de trahison». Et à plus long terme, pourquoi? Et c'est vrai, j'entends souvent dire que c'est un terme, toujours difficile à faire passer, aujourd'hui, même quand on n'a rien à voir avec aucune forme de nostalgie, par rapport aux dictatures fascistes de l'entre-deux. Donc je pense qu'on a saisi, synonyme, le nationalisme, un peu partout était devenu synonyme de trahison vers 45. Alors il continue: «Cela se comprend du reste, le nationalisme a partout» et ça c'est non, écoutez bien la suite: «Le nationalisme a partout été l'arme de la contre-révolution». Et il fallait y aller, tout de même. Le maccarthisme approchait, on n'y était pas encore, mais il approchait à grands pas. Il fallait y aller tout de même pour dire ça devant un auditoire US 145. Notre auteur estimait que le nationalisme avait été partout l'arme de la contre-révolution, comme le patriotisme avait été celle de la révolution. Or, ainsi qu'on le verra plus loin, dit-il, la cinquième colonne est un phénomène essentiellement contre-révolutionnaire auquel le nationalisme sert de camouflage, mais bon, ça c'est voilà, c'est surtout ce qui a été dit avant. Ben oui, puisqu'il a été question de cinquième colonne, c'est le titre du bouquin. Et comme ça, vous l'aurez vu, c'est chez Aliga, la cinquième colonne, parce qu'au départ, il explique l'origine de l'expression cinquième colonne. Ceux qui se trouvaient déjà à l'intérieur de la forteresse quand ceux qui encerclaient ont pris la forteresse d'assaut. Et pourquoi quand on parle de... Mais ça, j'y reviendrai dans l'autre numéro, en guise de préambule. Bien souvent, ce sont les oligarchies, là encore, qui, à partir d'un moment, éprouvent le besoin de se doter d'éléments extérieurs au sein de leur contrée lorsqu'elles estiment, ben, pardi, ne plus bénéficier, lorsqu'elles ne font plus confiance au soutien des couches populaires. Bon, mais ça, on y reviendra. C'est surtout ce qui a été dit avant avec cette distinction des nationaux nationalistes, nationaux nationalistes contre-révolution et nationaux patriotes révolution. Et j'entends tous ces termes avec une véritable contenance et nous ne faisons absolument pas allusion aux singeries de la gauche morale actuelle, hein, de tout ce qu'on peut lui, à tort ou à raison, de tout ce qu'on peut associer à celle-ci. Voilà, pour Koiré, on y reviendra. C'était tout de même, oui, on a regardé un bon petit moment dans la lorgnette. Des nouveautés et des parutions récentes à présent. Je vais commencer avec une parution récente, mais je ne fais absolument ce livre que vous le montrez, étant donné que le numéro dans lequel je vous en avais déjà parlé n'existe plus, et je promettais ça. Je faisais la promesse à un camarade hier soir qui aime bien cet auteur. Avant 2026, je vous ferai enfin le numéro sur la première édition dans notre langue de fragments de la correspondance Lovecraftienne. Oui, je disais ça à un camarade amateur de littérature, d'épouvante et de fantastique et d'horreur, de Howard Phillips, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Oui, le créateur de Dagon et le terrible dieu des horreurs marines, le créateur de Dagon, du mythe de l'inspirateur du mythe de Cthulhu, qui a eu la fortune qu'on sait avec lui et pas seulement dans la littérature fantastique. Le créateur de tout ça, il a vu le jour un 20 août. C'était à Providence, bien sûr, près de Boston, en 1890. Si je sais encore bien calculer, il aurait eu seulement, oui, ça me paraît un peu fou, j'ai envie de dire ça. Il n'aurait que
Si Lovecraft était toujours parmi nous, il n'aurait que 135 ans. Alors le bouquin, un acte éditorial, l'acte, oui, c'en est un, hein, et j'y reviendrai. Je ne fais que vous montrer le bouquin et vous rappeler dans l'hypothèse où vous n'étiez pas au courant que la correspondance de cet écrivain américain, elle est, oui, elle est réputée une des plus dingues, des plus, oui, une des plus démentielles ayant jamais été produite par un auteur dans l'histoire de l'humanité. Elle est énorme, mais pour diverses raisons, on a beaucoup attendu avant de la publier et en opérant des choix sous forme de fragments tellement, il allait loin, oui, tellement par moments il va loin. Il allait loin dans sa correspondance à ses amis, à ses camarades, à lui, à ses contemporains. Howard Philip Lovecraft. Vous le reverrez, hein, demandez la couverture en moteur de recherche sur le net pour mieux l'apprécier, l'examiner. Alors, correspondance, c'est une sélection de lettres des années 1900, pardon. Normalement, c'est de 27, oui, de 1927 à 1929. Et on a donné le titre à ce recueil des éditions 81, de vagues fragments d'un rêve dans lequel je n'ai rien à faire. De vagues fragments d'un rêve dans lequel je n'ai rien à faire. Howard Phillips Lovecraft, 1890-1937, et dans l'hypothèse, là aussi, si vous l'ignoriez, vous le savez, le Lovecraft Day, le jour de sa naissance, c'est le 20 août. Voilà, ça ira comme ça. Pour lui, aujourd'hui, c'était une parution récente. Maintenant, des nouveautés. C'est paru il y a quelques jours à peine. Et de la même manière que je vous promets de vous le faire, le numéro sur la correspondance, sur ces lettres Lovecraftiennes, enfin disponible dans la langue de Molière. J'aimerais bien, vous le savez, avant 2026, j'aimerais revenir au moins 2 fois sur le centenaire de la disparition là d'Éric Satie. Normalement, on fera ça, on fera le deuxième numéro, j'aimerais bien vers octobre, hein. Oui, vers octobre, comme on a fait le premier, c'était au moment même du centenaire, vers le premier, un petit peu avant le 1er juillet. Alors, c'est que j'ai beaucoup à faire, hein. Ne m'en veuillez pas, mais j'ai beaucoup à faire ces temps-ci et pas mal de lectures à achever. Alors, laissez-moi, s'il vous plaît, le temps de pouvoir bien procéder. Je n'aime pas bâcler, ce genre de numéros, plus ciblés, ce genre de numéros spéciaux. J'ai horreur de bâcler ce genre de numéro. Alors le deuxième Satie, on le fera en octobre et le dernier en décembre. Ça me paraît un bon plan. Mais en attendant, pourquoi pas vous montrer des livres qui viennent de sortir et qui sont des nouveautés consacrées, qui soit écrits par des gens ou consacrés à des gens, des personnes qu'Éric Satie avait fréquentées, ou le cas échéant, davantage, mieux que fréquentées. Et si dans un quiz on vous pose la question, qui a été, dans l'état de connaissance des choses jusqu'à présent, qui a été, sa seule meuf? Je disais ça tout à l'heure à ma libraire en faisant l'acquisition du bouquin que vous allez voir, et bon, ça fait pas même 4 heures que je l'ai, j'ai pas eu le temps d'aller bien loin. Le livre que vous allez voir consacré à celle qui fut sa seule meuf, et je disais ça à ma libraire et elle s'exclamait: «Alors là, quelle belle constance dans le couple!» Non, pas du tout, ils sont pas restés très longtemps ensemble, c'était là, vraisemblablement dans le courant de l'année 1892, ils avaient, pour ainsi dire, le même âge, dans les 26-27 ans, quelque chose comme ça. La seule meuf d'Éric Satie, Suzanne.
C'était pas son vrai prénom, elle s'appelait Marie-Clémentine, mais c'est Toulouse-Lautrec qui lui avait dit, comme nom d'artiste, professionnellement, socio-professionnellement, ce serait mieux que tu t'appelles Suzanne. Lui avait dit un autre de ses mecs, Toulouse-Lautrec, ça vient de lui. Oui, elle s'est appelée, dès lors Suzanne Valadon. Je pense qu'il y a une très belle bande dessinée aussi qui lui a été consacrée, sortie récemment. Si je trouve les références, je les ajoute en partie description. Aujourd'hui, vous allez voir le livre écrit par monsieur Jean-Paul Delfino est déjà disponible en LGF, déjà disponible en format de poche. L'affranchi de Montmartre, sous-titré La véritable histoire de Suzanne Valadon. La véritable histoire de Marie-Clémentine, ou Marie-Clémentine Suzanne Valadon, elle avait commencé, c'est très connu, je crois, comme acrobate, trapéziste, mais elle avait dû arrêter, bien sûr, après son accident. Elle avait travaillé aussi comme lingère, avant de tout doucement commencer à s'imposer, tout doucement, du côté de Montmartre. Le bouquin s'appelle L'affranchi de Montmartre, l'auteur estimant, mais j'ai pas encore lu le bouquin, hein, très, très honnêtement, estimant qu'il y a des dimensions à la fois et révolutionnaires et féministes qui ne sont pas négligeables dans le parcours de notre Marie-Clémentine Suzanne. Jean-Paul Delfino. Non, ils sont pas restés une éternité. Ça n'a pas duré une éternité entre Suzanne et Eric. Et on aime bien rapporter qu'il ne s'était pas montré très courageux avec une femme qui avait son âge et qui, en plus, était, il est vrai, un peu handicapé. Il avait on ne rapporte pas qu'il y avait eu échange de coups, bon, échange de mots, j'en sais rien, mais échange de coups, non. Mais il avait préféré aller chercher la police, pour, oui, pour leur demander de venir, s'ils voulaient bien, l'enlever, oui, la lui enlever, enlever Suzanne de sa maison. Mmh. Oui, on a toujours dit qu'il ne s'était pas montré sur le coup d'un courage exceptionnel au moment de sa rupture. C'est ce qu'on aime bien répéter. Et une chorégraphe, ça doit remonter à plus d'une dizaine d'années. Vous trouverez ça sans difficulté. Une chorégraphe dont, si je trouve les références pareilles, je l'ajoute aussi en dessous du bouquin sur Suzanne. Il y a un spectacle qui a été filmé où là, ça se passe. Ben, on est, oui, presque 20 ans après leur rupture. Satie a été obligé de rester la nuit à cause des inondations qui affectent la capitale. Il passe la nuit à l'intérieur de son bistrot. Il écrit, il dessine, il boit, il fume et tout à coup, il y a un groupe de femmes qui entrent et qui vont accomplir sur, différents de ces morceaux de très belles chorégraphies et le groupe de femmes en question il la reconnaît. À un moment donné, il la reconnaît, c'est Suzanne. Le groupe est dirigé par Suzanne et il y a de très belles chorégraphies sur quelques-uns des airs de Satie. Si pas nécessairement les plus connus, pour sûr les plus jolis. J'essaie de vous retrouver. J'espère que c'est encore sur YouTube. J'ai pas vérifié, j'espère. Mais voilà, nouveauté. La vie de Suzanne. J'y reviendrai aussi une fois que j'en aurai fait la lecture. Je le sens bien. Je ne sais pas pourquoi, mais si c'est l'expérience, hein, ça fait toujours un petit peu son prétentieux quand j'invoque, oui, quand je mets en avant cette dimension, mais oui, avec le temps, on les flaire plus ou moins bien, les livres. Et si dans un autre, alors, si jamais vous le savez maintenant, hein, qui a été la seule meuf avec qui oui, on n'a jamais vu Satie en couple qu'avec elle, avec Suzanne, avec aucune autre femme.
Et si on vous pose maintenant la question, et ça aussi c'est sur cette plateforme, décidément je vous renvoie à pas mal de choses, hein, si, vous vous ennuyez le soir, ben, comme ça vous avez pas mal d'idées pour meubler votre temps. Là ça dure, c'est un film. Si vous voulez vous faire une idée de ce qu'était un film dadaïste et déjà pour ainsi dire, d'un film surréaliste, tourné vers 1924, soit un an là, avant la disparition d'Éric Satie. Si, dans un quiz toujours on vous demande qui jouait dans ce film aux côtés d'Éric Satie, film réalisé par, René Clair en 1924 et il s'intitulait Entr'acte. Normalement, on le trouve sans aucune difficulté sur YouTube. J'espère que j'aurais dû vérifier. Je le préciserai également. Je vais essayer de ne rien oublier. Toutes les informations ne viendront peut-être pas, du 1er jet, hein, en partie description, mais je vais m'efforcer pour indiquer tout ce qu'il faudra, pour vous renvoyer à tout ce qu'il faudra si intéressé par tout ce à quoi j'aurais fait mention aujourd'hui, hein. Il y a du monde, il y en a en tout cas, oui, il y a du monde au programme. Donc je vous parlais de cette très belle vidéo chorégraphique avec Suzanne et Eric. Et là, si dans un quiz, on vous demande qui jouait, quel artiste jouait aux côtés de Satie dans ce film Entr'acte? Et le film Entr'acte, qui portait bien son nom, il avait été choisi, il devait passer à l'entr'acte d'un ballet. Un ballet créé par les ballets suédois. Satie avait collaboré avec les ballets russes pour Parade et là, il avait collaboré avec les ballets suédois qui étaient très en vogue aussi, pour faire Relâche, cette œuvre dont on prétend, oui, dont on aime bien dire concernant Relâche, que c'est une œuvre au mauvais goût assez volontaire, celle avec laquelle Éric devait prendre, congé du monde de la musique, de la création orchestrale, pour sûr de chez sûr, oui, pour ça et là, il existe la version piano comme il existe, la ver avec différents interprètes, la version orchestrale. J'aime autant les 2, pas de préférence, mais qui jouait aux côtés d'Éric et notamment lors de la séquence finale, du canon? Déconner fût-ce en mode dadaïste autour d'un canon 6 ans après la fin de, la guerre de 14. Ça avait encore tout de même, je crois, ça avait encore tout de même à l'époque de quoi, oui, venir déconner autour d'un canon. Ça avait encore de quoi choquer le bourgeois, dans ce film, qui devait être un petit peu aussi les adieux là du mouvement dada, avant l'avènement du surréalisme. Et on le voit, ce monsieur, qui était entre autres artiste peintre, lors de la séquence du canon, on voit Satie en gros plan et puis on le voit avec son melon, avec son parapluie. Je pense bien, vous irez voir, 15-20 minutes, vous ne le regretterez pas. C'est à voir au moins une fois dans une vie, histoire d'apprécier aussi les effets techniques, visuels du cinéma de l'époque. C'est qu'on les voit l'un et l'autre, Satie est celui dont on cherche le nom. Avant de tirer le canon, on les voit, sauter à la manière de De Funès avant l'heure, mais ils sautent encore plus haut que des De Funès, avant l'heure, par le détour des effets visuels de l'époque et ce monsieur, qui partage la vedette avec Satie et qu'on voit à un moment faire comme ça, qui a l'allure plutôt joviale et sympathique et qu'on voit à un moment faire comme ça. Ben ouais, ouais, c'est une bonne idée, on pourrait bien tirer un coup de canon et puis ça fait boum et le film s'achève comme ça et on les voit s'écrouler l'un et l'autre, Satie et l'autre de chaque côté du canon après le tir. Francis Picabia, c'était lui, hein, qui jouait dans Relâche avec Satie et Picabia n'a écrit qu'un seul roman. C'est agencé sous forme d'un roman, mais c'est un recueil de souvenirs où, c'est régalant. Il nous parle de Satie, et de tous les artistes qu'il aura fréquentés.
dans sa carrière, ce livre qu'il a publié. Il l'a publié assez tôt, hein, mais il nous parle déjà. Il était un peu plus jeune, d'une dizaine d'années. Oui, il était le cadet de Satie d'une dizaine d'années. Ça devait faire ça pour Picabia, qui lui avait des origines hispano-cubaines. Oui, il était d'origine hispano-cubaine, un père espagnol, pour sa part, fils de quelqu'un qui avait fait fortune dans les plantations de canne à sucre sur l'île qui devait devenir celle de Castro par la suite. Oui, le grand-père de Picabia, origine hispano-cubaine, et en 1924, l'année de la sortie du film Entr'acte, que vous irez voir ou que vous n'irez pas voir. Comme vous voudrez, vous pourrez apprécier la musique de Satie qu'il avait composée pour en même temps, dont j'ai parlé aussi. Caravansérail est le titre du livre, sorti déjà en 24 par Francis. La couverture. Caravansérail, c'est aux éditions Sillage. On peut parler, là aussi, là encore, d'un acte et d'un bel acte éditorial. C'est la première fois qu'on édite ça. Et en format de poche, je vais vous lire un petit fragment, hein. Et puis on clôturera avec un poème. Oui, on est dans les temps, hein. Je vous dis pas plus de 50 minutes, soit là. Je ne me prends pas, ça risque plus, hein. Je fais pas comme si j'étais encore devant les classes, hein. Je suis sorti de ce monde-là, ça fait déjà un petit paquet d'années. Ce fut une décision tout à fait personnelle. Je précise, hein, non, mais bon, je sais qu'un homme qui n'est pas encore, si j'ose dire, comme votre serviteur, pas encore exceptionnellement âgé, et qui rapporte s'être retiré, entre guillemets, prématurément de l'éducation, ça peut faire mauvais genre, mais bon, mon casier judiciaire est vierge, hein, je dis ça. Bon, allez, arrêtons de déconner, d'autant que l'humour, toute la fantaisie, toute la verve d'un Francis Picabia, il n'a écrit que celui-ci en dehors de poésie et de publications d'articles, de publications éparses de divers articles comme bouquins, hein. Et oui, et de son, comment il avait appelé ça aussi, son texte Jésus-Christ Rastaquouère. Oui, c'est lui qui avait écrit à un moment. Ce Jésus-Christ Rastaquouère, c'est de Francis Picabia, préféré nettement à celle de votre serviteur, préféré pour humour, pour fantaisie, pour verve, celle d'un Picabia. Allez lire ce bouquin, surtout si vous êtes passionné hum, par le début du siècle dernier. Ben oui, le début du 20e, c'est correct, le début du siècle dernier, parce que j'ai tout de même vécu près d'une trentaine d'années où quand on disait le siècle dernier, ça renvoyait non pas au 20e, mais à celui d'avant. Je vais vous lire ce fragment. Il est tout ça pour vous dire qu'il avait aussi une belle plume. On appréciera sa peinture. Si c'est la première fois pour vous, le cas échéant, vous apprécierez son chat qui fait le gros dos. En enluminure de ce numéro, un tableau peint relativement tard, un peu avant 1940, je crois, son chat qui fait le gros dos. Oui. Et là, je me pose toujours la question. Pourquoi le gros dos? Pourquoi? Bon, alors, en entrant chez la chanteuse, je vous propose d'aller un petit peu en sa compagnie chez une chanteuse très, très populaire, très en vogue alors, dont il a déjà été question quand je vous parlais des rappels au numéro précédent. La chanteuse qui fut l'une, on avait évoqué dans le numéro rendant hommage à Desnos, les femmes de sa vie, à Bob, à Robert Desnos, et nous n'avions, oui, impossible de ne pas évoquer la destinée pardon, pas de Suzanne. Oui, elle a eu son tour pour aujourd'hui. On reviendra avec Suzanne, hein, mais non, pas Suzanne, Yvonne, pardon. Je vous avais parlé d'Yvonne Georges, 1880.
1895 et qui en 1930 nous quitte, hein, oui, qui meurt par overdose d'héroïne en 1930. C'est elle aussi qui avait entraîné à un moment Desnos, qui avait entraîné Bob là-dedans, mais lui avait réussi à s'en sortir. On dit que le plus beau des poèmes de Desnos, J'ai tant rêvé de toi, qui est peut-être mon poème favori aussi pour diverses raisons. Et oui, le poème J'ai tant rêvé de toi de Bob, il aurait été écrit en pensant à elle, à Yvonne, et il aurait également écrit son livre qu'on peut voir comme son livre anti-drogue, son dernier roman. Le vin est tiré de 43, il l'aurait écrit aussi en songeant, en se souvenant. Yvonne Georges. Alors, ici, Francis Picabia, il va chez Yvonne, qui est encore relativement bien, hein, et il raconte, en entrant chez la chanteuse, la première chose qui frappa mon regard, nous dit-il, dans ses souvenirs, la première chose, en entrant chez elle, qui frappa son regard, nous dit Picabia, la première chose qui frappa mon regard dans la pièce qui lui sert de petit salon fut une sorte de grande boîte vitrée accrochée au mur. Elle contenait une goélette en miniature, toute voile dehors, petite voile blanche tendue vers l'Amérique, paraît-il. Au bas du cadre, une inscription. Ce tableau appartient à Jean Cocteau. Et chez Cocteau, me dit la divette, c'est comme ça qu'on l'a surnommée, me dit la divette. Chez Cocteau, me dit la divette, il y a la même goélette, dans la même boîte. Seule l'inscription diffère, cette goélette appartient à Yvonne Georges. C'est en cas de mort de l'un des possesseurs afin que les notaires puissent réunir les œuvres sans complication. Pour les amateurs de mystère, voilà une belle histoire, n'est-il pas vrai? En y réfléchissant, j'ai compris que c'était une sorte de mariage outre-tombe, seule union permise à certains êtres. La goélette m'avait fait complètement oublier ce qui m'avait décidé à accepter le souper. Je ne verrai sans doute pas passer le train dans la cuisine, ni la glace, où l'on ne peut contempler son visage. Quelques amis de mon hôtesse arrivèrent bientôt, entre autres un jeune russe des ballets de Diaghilev, ancien général dans les armées du tsar, un prêtre en civil, neveu d'un homme politique connu, une étudiante en médecine, laquelle portait en broche un scalpel en miniature, fait de platine incrustée de rubis. Voyant mon admiration pour ce bijou, elle me l'offrit un peu plus tard dans la soirée. Elle nous parla beaucoup des hôpitaux, de ses travaux, nous assura que nombre de soldats blessés de guerre étaient encore en traitement. On parle de la Première Guerre mondiale ici, bien sûr, le livre étant de 24. Elle nous parla beaucoup des hôpitaux, de ses travaux, nous assura que nombre de soldats blessés de guerre étaient encore en traitement. Plaies qui se trouvaient, et ce qui, provoquant de l'infection, chaque jour apportait un contingent d'anciennes souffrances sans cesse renouvelées. Et si vous pouviez voir les enfants que font ces malheureux, ajouta-t-elle, c'est à vous dégoûter à la fois de la patrie et de la maternité. Voilà, un fragment des souvenirs de Picabia. Et pour refermer ce numéro, eh bien, le chat qui fait le gros dos en enluminure. Eh bien, le poème Le chat de cristal, qu'il avait écrit pour une amie il nous dit qu'elle ne lui a jamais répondu. Elle s'appelait Rosine, elle ne lui a jamais répondu. Elle ne lui a jamais dit si elle avait aimé ou non son poème. Bon, si, on reviendra aussi sur lui, hein, je ne sais pas si je l'ai dit, mais pour Relâche, c'était Francis aussi qui avait peint il jouait dans le film de l'entracte, mais c'est lui aussi qui avait peint les décors du ballet Relâche pour les ballets suédois sur une musique de Satie. Oui, si vous lisez le bouquin, vous verrez un petit peu le type d'homme que c'était. Bon, il n'a pas toujours rigolé,
Il a connu tout de même de sérieux problèmes sur le plan des nerfs, de dépression. Et mais ceci dit, il a connu une époque où il était assez peinard du côté de la Côte d'Azur. Il aimait bien ses peintures avaient remporté un certain succès. Il a connu une époque du côté de la Côte d'Azur où il était assez peinard, il s'intéressait aux voitures et on nous dit même ça existait à l'époque. Aujourd'hui, je ne sais pas. Dites-moi si vous êtes au courant de ce côté-là de la France, il y avait un concours d'élégance automobile et Francis l'avait remporté au milieu des années 30, le premier prix d'élégance automobile française. Euh, oui, il marié plus d'une fois, mais il n'a pas été le seul. Pour moi, c'est pas une faute, c'est pas un péché en soi, mais ça devient, disons que ce qui devient un petit peu, allez, je ne sais pas comment qualifier ça. Vous pourrez qualifier ça, vous allez le qualifier comme vous voudrez, mais il faut bien vous dire que Francis, c'était le genre de type qui, allez, en septembre, il avait un fils qui naissait, et il en avait un autre qui naissait en janvier. Le premier, c'était de son épouse, et celui qui naissait en janvier, c'était d'une autre, et il leur donnait le même prénom. Il les appelait tous les deux Lorenzo, et il y en a un qui malheureusement finira mal, qui sera lui aussi victime de la drogue assez jeune, et pour le distinguer, lui, il l'appelait Vincente. Hum, Voilà, quelques informations, histoire de savoir, au besoin, hein, je dis toujours au besoin un peu plus, qui était cet ami, un des derniers amis d'Eric Satie, notre Francis Picabia. Je vous remercie d'ores et déjà de m'avoir suivi. Et voici, on se retrouve dans un peu moins d'une petite semaine. Et voici ce poème de Picabia, Le chat de cristal. Je ne sais pas s'il y a quelque part un rapport avec quelques-uns des éléments biographiques le concernant que je viens de vous rapporter. Je ne sais pas. Peut-être. Ou coïncidence, hasard. Le chat de cristal à collerette rouge va tout droit. Le chat de cristal à collerette rouge va tout droit. Il rêve à toutes celles qu'il a aimées. Sa queue est bien fardée. Ses yeux sont beaux comme les étoiles. Sa figure est ronde comme le ciel. Et ses oreilles ont la forme de petits chats. Ce sont ses enfants. L'un a 3 ans, l'autre 4. Il possède un sifflet taillé dans une date qui lui permet de se réveiller quand il rêve. Mais s'il savait, il ne se réveillerait pas. Son cerveau est debout et ses pattes dans la boue, comme les racines des lotus qui produisent des fleurs magnifiques et toujours invisibles pour celui qui cherche à les voir. Merci à vous, à bientôt.